Les océans du Mésozoïque étaient terrifiants. En effet, depuis le dernier épisode, les océans ont beaucoup changé. Les euryptérides ont été remplacés par des reptiles marins gigantesques et les placodermes par des poissons tout bonnement gigantesques. Donc bienvenue à l'ère des reptiles marins, enfilez donc votre tenue de plongée, équipez votre bouteille d'oxygène et plongez avec moi dans les abysses du Mésozoïque. L'extinction du Permien avait absolument détruit les écosystèmes marins, faisant disparaître 95% des espèces marines, dont les euryptérides, les trilobites et plein d'autres espèces, laissant un vide abyssal dans l'écosystème. Un vide dont un groupe totalement inattendu, les reptiles, vont profiter. En effet, pendant cette période, de nombreux types de reptiles marins vont apparaître. Le premier groupe dont je vais parler est celui des thalattosauriens, un groupe de reptiles marins qui sont apparus au début du Trias et étaient parmi les tout premiers reptiles à s'être adaptés au milieu aquatique. Possédant de nombreuses adaptations, comme une queue en forme de pagaie, un corps élancé et des pattes palmées. Selon l'espèce, les thalattosauriens pouvaient atteindre jusqu'à 4 mètres de long. Parmi les spécimens les plus connus, on a des genres comme Askeptosaurus, Myodontosaurus et Edenosaurus. Mais une myriade d'autres reptiles marins existaient aussi à cette époque, comme le groupe des nothosaures, des reptiles marins caractérisés par leur long cou, leurs pattes palmées, leur taille moyenne, donc environ 3 mètres de long, et leur tête relativement petite. Les nothosaures avaient un groupe cousin, le groupe des pistosaures. Les pistosaures sont bien plus adaptés que leurs cousins nothosaures au milieu aquatique. En effet, ils ont échangé leurs pattes palmées pour des nageoires, ce qui indique un passage d'un mode de vie semi-aquatique à un mode de vie totalement aquatique. Mais tu te demandes sûrement, pourquoi les pistosaures ressemblent étrangement à des plésiosaures? Eh bah c'est parce que les plésiosaures sont des pistosaures. Oui, car le groupe des pistosaures est compris des plésiosaures et de leurs cousins plus ou moins distants. Les pistosaures possédaient 4 nageoires et un long cou avec lequel ils attrapaient leur proie. Le genre de référence, Pistosaurus, mesurait en moyenne 3 mètres de long. Néanmoins, des caractéristiques similaires à celles des nothosaures comme la forme générale du corps persistent, et il faudra attendre la toute fin du Trias pour voir les vrais plésiosaures apparaître. Un autre groupe de reptiles marins aussi célèbre que celui des plésiosaures est sûrement celui des ichthyosaures. En effet, ce groupe de reptiles apparu au tout début du Trias est sans doute le groupe de reptiles marins le plus célèbre à ce jour. Il est caractérisé par une anatomie ressemblant plus ou moins selon les espèces à celle des dauphins. Les ichthyosaures primitifs vivaient près des côtes, à chasser des ammonites, des poissons et toutes sortes d'animaux. Certains avaient un corps super allongé, comme Symbospondylus, qui vivait entre 251 et 242 millions d'années dans le passé. C'était un des plus grands ichthyosaures n'ayant jamais existé, avec des tailles estimées allant de 5 à 17 mètres de long selon l'espèce. D'autres comme Gryphia étaient bien plus petits et compacts, mesurant seulement 1,5 mètre de long, et avaient une tête super mignonne. À la fin du Trias, le groupe des ichthyosaures s'est divisé en deux branches. La branche des Chastazauridés, avec des spécimens comme Chionisaurus, un ichthyosaure qui vivait il y a 227 millions d'années, vers la fin du Trias. C'était un des plus grands ichthyosaures n'ayant jamais existé, mesurant entre 13 et 21 mètres de long selon l'espèce. C'était un apex prédateur total, se nourrissant de toutes sortes de vertébrés, de mollusques et possiblement d'autres ichthyosaures. La branche des euichthyosaures est l'autre branche d'ichthyosaures qui a la particularité de ressembler énormément à des dauphins, mais cette branche ne se diversifie qu'à partir du Jurassique. Jusque-là, on a parlé seulement de reptiles marins disparus, mais un groupe parmi tous ceux apparus au Trias a survécu jusqu'à aujourd'hui. Je parle bien sûr du groupe des tortues, qui apparaît avec les premiers spécimens étant Proganochelys et Proterocartis, il y a environ 210 millions d'années. En dehors des reptiles, les poissons subissent aussi des changements. En effet, les hybodontes, une lignée de chondrichthyens, cousines des requins et des raies, atteignent leur apogée pendant le Trias. C'étaient des poissons capables de vivre aussi bien dans un milieu marin que dans un milieu d'eau douce, avec leurs plus grands spécimens atteignant une taille comprise entre 2 et 3 mètres. Les membres de ce groupe avaient aussi une grande variété de dentition, ce qui indique des différences de régime alimentaire, certains ayant des dents plus adaptées à broyer des coquilles dures, comme Strophodus, tandis que d'autres sont plus adaptés à tuer des proies au corps mou. La lignée des requins et des raies, les élasmobranches, se diversifie de plus en plus, avec Cynicodus à la fin du Trias, un requin d'environ 40 à 70 cm de long, ce qui est petit, mais qui pavera la voie des millions d'années plus tard pour les requins et les raies. Du côté des poissons osseux, les ostéichthyens, des grands prédateurs apparaissent, comme Birgeria, un poisson dont la taille était comprise entre 1 et 2 mètres de long. Un autre poisson du genre, Sorectis, avait un corps très allongé et une mâchoire extrêmement longue qui formait une sorte de bec, prenant un tiers de la longueur de son corps, ce qui est un peu flippant, on va pas se mentir. Ce poisson était ovovivipare, donc ses œufs éclosaient directement dans le corps de la femelle. Sinon, au Jurassique, le groupe des télostéens, qui sont l'écrasante majorité des poissons modernes, apparaissent. Les ammonites, des mollusques cousins des nautiles quant à eux, ont été dévastés par l'extinction Permin-Trias et ne se remettront qu'à partir du Jurassique. À la fin du Trias, une extinction massive secoua le monde. En effet, il y a 202 millions d'années,
l'activité volcanique connut une explosion, sans mauvais jeu de mots, ce qui causait la disparition de tous les reptiles marins, sauf les ichthyosaures et les plésiosaures, ainsi que de la moitié des genres d'animaux marins, pavant la voie vers la période suivante, le Jurassique. Au Jurassique, on assiste à l'apparition de nombreuses créatures marines, dont les crabes et les crevettes, mais le plus intéressant reste comme d'habitude auprès des vertébrés. En effet, le groupe des néocélaciens, requins et raies modernes se solidifie pendant le Jurassique. Les raies apparaissent il y a 183 millions d'années avec Anticharobatis, même si la seule trace qu'on a de cette raie c'est une toute petite dent. De nombreux types de requins modernes apparaissent, comme les exanquiformes, les oryctolobiformes, et le groupe des grands requins blancs et autres, les lamniformes. Du côté des poissons osseux, le groupe primitif des paléonyciformes décline au profit de la lignée des esturgeons, les accipinciriformes. D'autres familles se diversifient aussi, celle des brochets crocodiles apparaît à la fin du Jurassique, mais le poisson le plus intéressant de cette période, ça reste l'Ilictis, il y a 165 millions d'années, le plus grand poisson de tous les temps, estimé avoir mesuré entre 15 à 17 mètres de long, ce qui est absolument titanesque. Mais en fait, certaines estimations vont jusqu'à 30 mètres de long. Il avait un métabolisme très rapide, et se nourrissait probablement de la même manière que les requins-baleines modernes, en filtrant le plancton à travers ses branchies. Mais le groupe dominant de cette période, ça reste bien sûr les reptiles. En effet, les ichthyosaures, qui ont quand même bien morflé pendant l'extinction Trias-Jurassique, s'en sont remis et sont redevenus des apex prédateurs très rapidement. Leur taille était très diverse, allant de petits spécimens comme Ichthyosaurus et Stenopterygius qui font entre 2 et 4 mètres de long, à des énormes spécimens comme Temnodontosaurus, un ichthyosaure qui mesurait entre 9 et 12 mètres de long. Ce gigantesque prédateur se nourrissait de poissons, de plus petits ichthyosaures et de plésiosaures. Il vivait dans les grandes étendues océaniques éloignées des côtes et ne s'en approchait quasiment pas. Ces fossiles ont été découverts dans ce qui est aujourd'hui la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Et comme la plupart des ichthyosaures, ils partageaient une forte ressemblance avec les dauphins. Ce qui est aussi le cas pour le prochain ichthyosaure dont on va parler, bien qu'il partage des caractéristiques avec certains poissons d'aujourd'hui. En effet, Eurinosaurus était un ichthyosaure qui avait la particularité de ressembler à un espadon avec un long museau dont il se servait probablement pour empaler ses proies. C'était un ichthyosaure de taille moyenne qui mesurait entre 5 et 7 mètres de long. Il vivait dans les mers de nombreux pays, de ce qu'est aujourd'hui l'Europe, comme la Belgique, l'Allemagne, la France et la Suisse, entre 183 et 175 millions d'années dans le passé. Mais les ichthyosaures ne sont pas le seul groupe de reptiles marins à dominer le Jurassique, car les plésiosaures le font aussi. En effet, au début du Jurassique, la majorité des plésiosaures sont compris dans la famille des Romealosauridés, une famille de plésiosaures de taille moyenne, dont le spécimen de référence Romealosaurus cramptoni mesurait environ 7 mètres de long. Mais, au milieu de la période entre 180 et 160 millions d'années dans le passé, d'autres lignées apparaissent, comme la lignée des Cryptoclididés et celle des pliosaures. Les Cryptoclididés sont un groupe de plésiosaures de taille moyenne, entre 5 à 8 mètres de long, qui représentent le groupe dominant de plésiosaures pendant le Jurassique moyen et supérieur. Les pliosaures, eux, sont un groupe de plésiosaures au cou relativement court et de taille relativement moyenne. Enfin, pour la plupart, car le spécimen type de ce groupe, Pliosaurus, mesurait 12 mètres de long, ce qui en fait un des plus grands plésiosaures de tous les temps, ce qui est plutôt énorme. Mais ce qui est incroyable avec le Jurassique, c'est que y a encore un autre groupe de reptiles marins, mais ceux-ci sont pas très connus. Je parle bien sûr des Métrioraquidés, des crocodiles qui, au lieu d'avoir des pattes, avaient des nageoires, et avaient même une nageoire dorsale. Ils ont même carrément perdu leurs écailles, et pour vivre à plein temps dans les océans, ils sont carrément devenus vivipares. Ce qui est assez impressionnant. C'est donc l'archosaure, le groupe des dinosaures, crocodiles et ptérosaures, le plus adapté à la vie marine de tous les temps. Mais la période suivante, le Crétacé, qui s'étale de 130 à 66 millions d'années dans le passé, sera bien plus intéressante que ça, car un nouveau groupe est apparu pendant cette période, mais ça je vais garder pour la fin. Mais revenons-en aux plésiosaures, qui sont divisés en 3 groupes pendant le Crétacé, les Leptocléididés, les pliosaures et les élasmosauridés. Les Leptocléididés sont une famille de plésiosaures nains qui mesurent entre 2 et 4 mètres de long et qui ont un cou de taille moyenne. Les pliosaures, quant à eux, subsistent avec seulement 3 genres debout, Brachocrinius, Chronosaurus et Megacéphalosaurus. Brachocrinius était le plus petit d'entre eux, tandis que Chronosaurus et Megacéphalosaurus étaient assez grands. En effet, Chronosaurus mesurait environ 10 à 13 mètres de long, ce qui est un peu plus petit que Pliosaurus. Comme tous les plésiosaures, il avait un sang chaud et des globules rouges élargis pour transporter plus d'oxygène dans le sang. C'était d'ailleurs un apex prédateur qui chassait absolument tout, des tortues, des poissons, d'autres plésiosaures, et même lui-même. Car les paléontologues ont de bonnes raisons de croire que les adultes pratiquaient le cannibalisme sur les juvéniles de leur propre espèce. Oui, c'est chaud. Megacéphalosaurus, lui, était un peu plus petit, avec une taille comprise entre 6 à 9 mètres de long, mais sa particularité la plus impressionnante, ça reste son bon gros crâne. Car ouais, Megacéphalosaurus avait le plus gros crâne de tous les plésiosaures,
mesurant environ 1,7 m de long. Ce qui est plus grand que pas mal de personnes qui regardent cette vidéo. Ils vivaient aujourd'hui dans ce qui est l'Amérique du Nord, à un moment où le continent était littéralement coupé en deux par une énorme mer. La lignée des plésiosaures s'éteindra il y a 89 millions d'années, laissant le groupe des élasmosaures comme le seul groupe de plésiosaures restant. Et les élasmosaures, ils sont super intéressants. En effet, la famille des Elasmosauridés est une famille de grands plésiosaures qui a vécu pendant tout le Crétacé. Elasmosaurus était un des premiers élasmosauridés connus et aussi le genre phare de la famille. C'est un des premiers plésiosaures connus, mesurant environ 10 à 12 mètres de long. Il fait partie du club des plus grands plésiosaures de l'histoire, et une grande particularité d'Elasmosaurus est son cou titanesque. Genre 7 mètres de long, donc son cou est littéralement plus grand que tout son corps. Contrairement à d'autres plésiosaures qu'on a vus jusqu'à ici, il chassait des proies plutôt petites qu'il gobait sûrement d'un coup. Comme Megacephalosaurus, il vivait dans la mer intérieure d'Amérique du Nord, qui comme on le verra plus tard, abritait pas mal de géants pendant le Crétacé. Un des derniers plésiosaures connus est Aristonectes, un élasmosauridé qui vivait entre 70 et 66 millions d'années dans le passé, dans ce qui est aujourd'hui l'Antarctique et le Chili. Il mesurait environ 10 à 11 mètres de long, la moitié de sa taille étant représentée par son cou. Comme la plupart des plésiosaures, il se servait de pierres appelées gastrolites pour améliorer sa digestion, et contrairement aux autres plésiosaures, il se nourrissait en filtrant les sédiments du fond de la mer pour récupérer du plancton, un peu à la manière de certaines baleines modernes. Les plésiosaures disparaîtront définitivement il y a 66 millions d'années lors de l'extinction Crétacé-Paléogène causée par l'immense météorite qui extermina totalement ces créatures. L'autre groupe de reptiles marins qui a survécu au Jurassique est bien sûr celui des ichthyosaures. Un groupe qui, contrairement aux plésiosaures, a perdu une grande partie de sa diversité, ne laissant que quelques genres en vie. Le genre le plus connu de cette période est sans doute Platypterygius, un genre d'ichthyosaure mesurant entre 5 et 7 mètres de long. Pendant longtemps, les paléontologues ont cru que Platypterygius était le seul ichthyosaure présent au Crétacé, mais en fait, de nombreux fossiles ont été mal attribués, appartenant en fait à d'autres genres comme Maya spondyus, Pervus chauvisaurus et beaucoup d'autres. Maya spondyus était un ichthyosaure assez spécial. En effet, son fossile de référence est une femelle en train d'accoucher. Grâce à lui, on sait que les ichthyosaures étaient vivipares, c'est-à-dire qu'ils accouchaient de leurs petits, comme les mammifères. Il y a bien sûr d'autres ichthyosaures pendant cette période, comme Acamptonectes, Caepulisaurus et Malawania, tous datant du début du Crétacé. Mais malheureusement, les ichthyosaures vont grandement décliner après ça, à cause d'une extinction mineure il y a environ 100 millions d'années. Un seul genre survivra à cette extinction, Platypterygius, mais pas pour longtemps, car à peine 7 millions d'années plus tard, enterrant définitivement la lignée ichthyosaurienne. Mais un groupe dont je vous ai parlé au début de la section sur le Crétacé a joué un rôle super important dans leur extinction. Je parle bien sûr du groupe des mosasaures. Les mosasaures sont un groupe de reptiles marins assez spéciaux, car contrairement aux autres reptiles marins qui ne sont pas spécifiquement proches d'un groupe de reptiles vivants aujourd'hui, ce sont des lézards. Oui, les mosasaures sont des lézards, cousins des varans ou des serpents, qui ont décidé de prendre une route plus mouillée, disons. Les premiers membres de ce clade sont les Dolichosauridés, un groupe de mosasaures primitifs qui sont apparus au début du Crétacé il y a 130 millions d'années. Contrairement à leurs descendants de la fin du Crétacé, ils étaient assez petits, mesurant entre 50 cm et 1 mètre de long, et ils occupaient une niche écologique similaire à celle des notosaures du Trias. Mais il y a 98 millions d'années, la superfamille des mosasauroïdes va apparaître, un groupe qui va dominer les océans pendant tout le reste du Crétacé. Dans cette superfamille, on compte deux familles, les Aegalosauridés et les Mosasauridés. Les Aegalosauridés étaient des mosasaures assez primitifs. En effet, ils étaient semi-aquatiques, et comme les Dolichosauridés, ils étaient assez petits, mesurant au plus 1 mètre de long. Les Mosasauridés, eux, sont entièrement adaptés au milieu aquatique, et ont acquis des tailles similaires aux plus grands plésiosaures. En effet, Tylosaurus, un des premiers membres de cette famille, était un géant absolu selon les espèces. Il pouvait mesurer entre 8 et 13 mètres de long, avec un crâne de 1,70 m, ce qui est juste immense. Un autre truc intéressant chez ce mosasaure, c'est la fossilisation d'une partie de sa peau, ce qui donne des indices sur sa texture et sa couleur. Par exemple, on sait que sa peau était recouverte de petites écailles, un peu à la manière des requins. On sait aussi grâce aux traces de mélanine que l'on a trouvées sur lui, qu'il était sûrement d'une coloration assez sombre, ce qui lui permettait non seulement d'absorber les rayons du soleil pour maintenir une température corporelle constante, mais aussi de se camoufler dans les sombres profondeurs des océans. Contrairement à la grande majorité des lézards, les mosasaures étaient des animaux à sang chaud, avec une température corporelle d'environ 34 degrés pour Tylosaurus. C'était un prédateur qui chassait par embuscade ses proies qui pouvaient être d'autres mosasaures, des plésiosaures, des tortues, des requins, des oiseaux et toutes sortes d'animaux en général.
Entre membres de la même espèce, Tylosaurus avait un comportement agressif, comme le montrent certains fossiles comportant des traces de morsures d'autres tylosaures. Il vivait dans la voie maritime intérieure de l'Ouest, une gigantesque mer qui séparait le continent nord-américain en deux pendant le Crétacé. Mais le mosasauridé le plus connu reste bien sûr Mosasaurus, l'apex prédateur maritime du Mésozoïque, avec ses 13 à 18 mètres de long, c'est le plus grand reptile marin de tout le Crétacé. Découvert en 1764, il avait d'abord été interprété comme un animal semi-aquatique, avant qu'on trouve des fossiles plus complets. Mosasaurus avait une très bonne vision avec des yeux relativement grands, cependant il avait un odorat absolument éclaté, bien que cette capacité varie selon les espèces. C'était un prédateur actif de tout un tas d'animaux, comme d'autres mosasaures, des céphalopodes, et littéralement tout ce qui bougeait pour les plus grands spécimens. Comme pour Tylosaurus, on a des preuves que les mosasaures de la même espèce étaient agressifs entre eux. On pense que Mosasaurus était vivipare, car on a trouvé pas mal de squelettes d'autres mosasaures enceintes, comme Carzosaurus par exemple, et de toute façon, ça serait absurde qu'un animal marin aussi grand ponde des œufs sur Terre en vrai. On retrouve des fossiles de mosasaures quasiment partout dans le monde, en Afrique du Sud, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, surtout dans ce qui était à l'époque l'océan Atlantique, la voie maritime intérieure de l'Ouest, et Tethys, qui est, si on simplifie, l'ancêtre de la Méditerranée, entre 83 et 66 millions d'années dans le passé, et il préférait les eaux profondes aux eaux côtières. Malheureusement, Mosasaurus et tous les mosasaures vont s'éteindre à tout jamais, il y a 66 millions d'années à cause de ce foutu astéroïde. Mais les reptiles marins ne sont pas le seul groupe à s'être diversifié pendant le Crétacé. En effet, les poissons continuent à se rapprocher de leurs équivalents modernes, chez les chondrichthyens, les hypodontes déclinent, et les lamniformes, le groupe du grand requin blanc et de ses cousins, commence à prendre de l'essor. Avec Cretoxyrina, un genre de requin qui a vécu entre 107 et 73 millions d'années dans le passé, mesurant jusqu'à 8 mètres de long pour 5 tonnes. Ce requin est le précurseur du grand requin blanc, ayant une biologie assez similaire. Il avait une très bonne vision, comme le témoignent ses grands yeux, ce qui en fait un chasseur actif d'une myriade de proies, que ce soit des mosasaures, des plésiosaures, des poissons ou d'autres requins. Comme une grande partie des requins modernes, Cretoxyrina était un animal à sang chaud, dans les océans tempérés dans lesquels il vivait, comme les eaux de la voie intérieure maritime de l'Ouest, bien qu'on trouve des fossiles de ce requin un peu partout dans le monde. La durée de vie maximale d'un de ces requins est d'environ 40 ans, ce qui est 2 fois moins grand qu'un grand requin blanc. Il finira par s'éteindre à cause de certaines extinctions mineures et de la concurrence féroce des mosasaures. Les poissons osseux voient aussi quelques géants naître parmi leurs rangs pendant cette période. En effet, les actinoptérygiens, chez lesquels le groupe de Télostéens, qui comporte l'écrasante majorité des poissons modernes, prend son essor, donna naissance à un géant nommé Xifactinus. En effet, Xifactinus était un des plus grands poissons osseux de la période, mesurant environ 4 mètres de long. Il présentait une anatomie assez unique, ressemblant superficiellement à celle d'un barracuda. Un des fossiles les plus connus de ce poisson est un individu ayant avalé un autre poisson de 2 mètres de long, ce qui est probablement la cause de sa mort car manger quelque chose qui fait la moitié de sa taille, c'est rarement bon pour la santé. Du côté de l'autre groupe de poissons osseux, les sarcoptérygiens, les coelacanths avaient visiblement pété un câble avec Mawsonia, un poisson d'eau douce et d'eau saumâtre qui mesurait 5 mètres de long, ce qui est absolument titanesque. Mais il y a 66 millions d'années, tous ces poissons géants, ces mosasaures, plésiosaures et ammonites, vont disparaître d'un coup, incapables de survivre au déclin du plancton qui en a suivi, qui a totalement cassé la chaîne alimentaire, créant ainsi une famine généralisée parmi les grands animaux à sang chaud, qui avaient malheureusement besoin de beaucoup de nourriture pour survivre. Pavant la voie à l'ère cénozoïque, une ère qui verra les mammifères reprendre l'œuvre que le reptile marin avait commencé, mais ça encore une fois, ça sera pour la prochaine vidéo. Bon, maintenant que vous savez pourquoi les océans du Mésozoïque étaient absolument terrifiants, tu pourrais aussi savoir comment tout ça a commencé avec la première partie sur le Paléozoïque qui va s'afficher juste là.